En 1995, le monde étonné découvrait les images incroyables d'une autopsie pratiquée sur un extraterrestre, soi-disant capturé après le crash de Roswell en 1947. Il s'agissait du dernier et du plus spectaculaire rebondissement de l'affaire ufologique la plus célèbre du siècle. Une affaire qui continue à nous questionner, plus de 50 ans après les faits, un véritable mythe moderne. Un coin perdu au fin fond de la campagne. Mais il y a longtemps, plus de 40 ans, quelque chose est tombé ici. Et très vite, de Londres à Los Angeles, on entendit parler de ce ranch d'élevage de moutons dans le désert, au nord-ouest de Roswell, au Nouveau-Mexique. Ça s'est passé en 1947 et le mystère demeure aujourd'hui. Mais est-ce bien le cas? Quelqu'un, quelque part, aurait-il la réponse qu'il aurait caché tout ce temps? Cet été 1947, on se relevait de la guerre la plus terrible de l'histoire. Pourtant, pour les Américains du moins, c'était le retour à la normale. Normale, un mot très intéressant. En juin 1947, Kenneth Arnold, pilotant son avion personnel près du mont Rainier, dans l'État de Washington, aperçut quelque chose de tout à fait anormal. Par la suite, il décrivit les 9 objets comme un groupe de disques bondissant à travers le ciel, comme des soucoupes volantes. La presse s'en empara, soucoupe volante. Le mot est resté. Et très vite, on aurait dit que plus les journaux en parlaient, plus on voyait de soucoupes volantes. Ici, au Nouveau-Mexique, en juin-juillet 1947, on a vu des observations multiples de ces disques, ou soucoupes volantes. Des observations peut-être réelles, peut-être pas. Et si on les a bien vues, ces lumières ont pu n'être que des reflets, des phénomènes naturels dus à des transitions de température, comme les mirages. Sinon, si c'était des engins volants, à qui appartenaient-ils et pourquoi ici, au Nouveau-Mexique? L'événement fut un désastre pour la Terre entière. Car depuis cette première bombe d'Hiroshima, nul ne se sent plus en sécurité sur Terre. Alors, c'était prévisible, lorsque les disques volants sont apparus, les militaires américains y ont vu la main des Russes. Mais d'autres avaient une théorie différente. Comme l'a écrit le grand poète John Donne, « Nul homme n'est une île ». Et s'il en allait de même de notre planète? Dans le choc suivant les premières bombes atomiques, pensait-il, par-delà ces vastes océans intersidéraux, il y aurait quelque chose à l'écoute. La première bombe atomique a explosé dans le désert du Nouveau-Mexique, près d'Alamogordo, à 160 km d'ici, au sud-ouest. C'était le 16 juillet 1945, 2 ans peu ou prou avant les premiers signalements de disques volants. Après la guerre, la recherche sur les armements et fusées se poursuivit à Alamogordo et dans une zone voisine du nom de White Sands. On dirait le Sahara, ça ne l'est pas. On dirait du sable et ça n'en est pas. Ce que vous voyez là, c'est des dunes de gypse blanc. Illusion naturelle, voisine d'un autre lieu qui cache son jeu. Le polygone de fusée de White Sands. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ramenèrent plus de 100 savants allemands pour travailler à la conception des fusées. À leur tête, le docteur Werner von Braun, aujourd'hui décédé. Le 16 avril 1946, une première adaptation américaine de la fusée allemande V2 était lancée du polygone d'essai de White Sands. D'autres tirs furent couronnés de succès cette année-là. Le 13 juin, le 10 octobre et le 17 décembre.
Le vol de décembre culmina à une altitude de 18 600 mètres. Au même moment, la seule force de frappe à capacité nucléaire au monde était en état d'alerte permanente. Doté de 15 armes atomiques, c'était le 509e groupe de bombardement de la force aérienne de l'armée. Regardez la carte. Vous voyez 3 sites formant un triangle. En bas à gauche, le polygone d'essai. En bas à droite, l'aérodrome de l'armée à Roswell, base du 509e groupe et de son arsenal nucléaire. Et au sommet, le site du crash mystérieux du 2 juillet 1947. Alors, qu'est-ce qui s'est crashé ici? Un appareil de reconnaissance ennemi? Un appareil russe, genre U-2? Cela ne tient pas. Les forces aériennes de l'armée et le Pentagone sont vite intervenus pour présenter une autre version, on le sait. Mais des indications emportent la conviction. La version officielle était fausse. Là, dans ces larges espaces, dans le haut désert du comté de Lincoln, le ciel semble aussi vaste que le territoire où souffle le vent, où les moutons paissent. Et le temps semble s'armer de patience, comme l'œil du vieil Indien. Un rancher du nom de Mac Brazel s'était installé ici. Le 3 juillet au matin, il fit la découverte. Dispersé sur une aire d'1 kilomètre de long environ, sur quelques 80 mètres de large, un bric-à-brac de débris de choses. Il y en était tombé partout, dans le sable humide, dans les rigoles emplies d'eau de pluie. La nuit d'avant, un violent orage s'était abattu sur le désert. Mais Mac Brazel s'est souvenu d'un coup de tonnerre plus fort que les autres, presque trop fort pour que ça soit du tonnerre. Et là, avec ces débris jonchant le sol, il s'est demandé, le tonnerre ou une explosion? Il y avait des pièces métalliques et d'autres matériaux légers comme du papier d'alu, des fibres comme de la ficelle, et de minces tiges à l'allure de poutrelles et portant des marques qui lui faisaient penser aux symboles que les Indiens marquent dans l'argile. D'autres, les voyant par la suite, les ont comparés à des hiéroglyphes égyptiens. Mac se rappelle que les débris étaient si drus que les moutons ne voulaient pas passer par le champ. Il a dû leur faire contourner, alors que le point d'eau est à plus d'1,5 kilomètre. Il ramassa quelques pièces et les porta à ses voisins les plus proches, Floyd et Loretta Proctor. Il nous a décrit les pièces. Nous, on lui a conseillé d'aller à Roswell pour le signaler. Vous savez, il y avait une récompense pour les ovnis. À l'époque, on disait soucoupe volante. Ce soir-là, après sa visite chez les Proctor, Mac est retourné au champ de débris. D'après son fils Bill, Mac en rapporta une grosse pièce qu'il mit à l'abri dans cette grange, toujours debout 50 ans plus tard, à 5 kilomètres au nord du lieu du crash. C'est l'origine des histoires prétendant qu'un rancher aurait trouvé une soucoupe volante et l'aurait planquée dans sa grange. Mac avait encore de l'ouvrage, et 2 jours suivants, les 4 et 5 juillet, il s'occupa de ses moutons. Puis, le 6 juillet, une fois ses tâches courantes réglées, il prit sa Buick et partit pour Roswell. Mac se rend d'abord au bureau du shérif. Alors les choses se précipitent. Le shérif George Wilcox envoie 2 de ses adjoints au ranch et appelle le 509e groupe de bombardement à l'aérodrome de l'armée à Roswell. Presque aussitôt, l'officier de renseignement aérien du 509e groupe, le major Jesse Marcel, arrive au bureau du shérif. Il est escorté d'un agent du contre-espionnage en civil. Le major Marcel appelle l'officier commandant le 509e groupe, le colonel William Blanchard. Le colonel donne alors l'ordre au major Marcel, ainsi qu'à l'agent du contre-espionnage, de se rendre au ranch en compagnie de Brazel pour mener leur enquête. À l'époque, la route n'était pas en meilleur état qu'aujourd'hui. Il faisait nuit quand ils sont arrivés. Entre-temps, les 2 adjoints du shérif étaient revenus à Roswell avec leur propre version. Ils n'avaient pas pu trouver le champ de débris à les entendre. En revanche, ils avaient découvert ceci, un cercle de sable vitrifié dans un pâturage. Comme après un bombardement. Un grand cercle tout brûlé, oui.
Le major, le rancher et l'agent du contre-espionnage ont passé la nuit à l'abri pastoral. Plus tard dans la soirée, le major Marcel est venu ici, dans la grange, avec un compteur Gégère pour inspecter la pièce que Mac avait remisée là. Aucune trace de radioactivité.